Bonjour. Lorsqu'une superpuissance décapite la direction d'un État au Moyen-Orient, les ondes de choc géopolitique se propagent avec une telle vélocité qu'elles modifient, de manière quasi instantanée, l'architecture de sécurité jusqu'en Asie du Nord-Est. C'est un phénomène remarquable, en effet. Absolument. Aujourd'hui, notre analyse porte sur la manière dont la guerre en Iran vient, disons, de forcer la main nucléaire de la Corée du Nord. Cela a accéléré une série de démonstrations de force tout à fait sans précédent. Et il est crucial d'examiner cela avec la plus grande rigueur. Tout à fait. Avant de commencer l'examen méthodique de ces faits, il convient de mentionner que cette édition matinale est parrainée par ProWave AI. L'analyse approfondie qui structure ce bulletin est générée par Stilo News. C'est-à-dire l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. C'est exact. Et pour célébrer sa première année d'opération, ProWave AI propose une remise spéciale en ce mois de mars. En utilisant le code de réduction STYLO sur le site www.stylonews.com, une offre exclusive est disponible. Une offre qui reste valable jusqu'à la fin du mois de mars, je crois. Oui, et qui est strictement limitée aux 250 premiers abonnés. Voilà pour les précisions d'usage. Il est effectivement crucial de préciser la nature des outils d'analyse employés pour ce décryptage. L'effet d'une telle gravité nécessite une grille de lecture absolument irréprochable. Je suis entièrement de cet avis. Le titre du bulletin de ce jour est donc le suivant: La guerre en Iran renforce la détermination nucléaire de la Corée du Nord. La date de cette diffusion est le 24 mars 2026. Un contexte temporel particulièrement chargé, si je puis dire. En effet, pour clarifier le contexte technique de notre démarche, l'application Stilo News est la déclinaison grand public du logiciel Stilo Intellops. Il s'agit d'un système initialement conçu pour les opérations complexes des gouvernements, des forces militaires et des grandes sphères corporatives. Ce qui signifie, en pratique, que ceux qui nous écoutent bénéficient aujourd'hui d'un accès tout à fait unique à un outil d'aide à la décision. Exactement. Un outil habituellement réservé aux dirigeants mondiaux. L'objectif de notre démarche est clair: examiner les modèles d'événements des 2 dernières semaines, comprendre leurs impacts réels au niveau local, national et international, et bien sûr, identifier de manière strictement impartiale les perspectives des décideurs clés. Une approche purement factuelle. Absolument. D'accord, décortiquons cela avec méthode et objectivité. Notre mission est d'établir une synthèse des sources factuelles à notre disposition, sans aucun parti pris et sans céder à aucun moment à la moindre dramatisation. C'est essentiel pour maintenir la clarté de notre bulletin. Oui, il s'agit de comprendre la mécanique interne des événements géopolitiques récents et d'exposer clairement pourquoi et surtout comment ces crises éloignées géographiquement s'influencent mutuellement de façon structurelle. L'événement catalyseur de cette réaction en chaîne nous ramène inévitablement au Moyen-Orient. Fin février et début mars de cette année 2026, les États-Unis et Israël ont mené des frappes militaires coordonnées et massives. Des frappes qui ciblaient spécifiquement les installations nucléaires et les centres de commandement iraniens, n'est-ce pas, Yohann? C'est tout à fait cela. Le point culminant de ces opérations fut l'élimination du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Officiellement, la diplomatie de la Corée du Nord a fermement condamné ces attaques. Une réaction de façade qui était largement anticipée par les chancelleries occidentales. En effet, mais au-delà de cette rhétorique attendue, les renseignements indiquent qu'une leçon stratégique d'une toute autre nature a été assimilée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et cette leçon est primordiale pour comprendre la suite des événements. Absolument. La conclusion tirée à Pyongyang semble limpide. L'absence d'un arsenal nucléaire pleinement achevé et opérationnel rend un régime intrinsèquement vulnérable face à une intervention militaire extérieure. Ce qui est fascinant ici, c'est l'immédiateté avec laquelle un événement survenant au Moyen-Orient modifie de fond en comble l'évaluation des menaces à Pyongyang. La doctrine de survie de la Corée du Nord repose intégralement sur la dissuasion. Une dissuasion par la terreur, disons-le. Oui, en observant l'Iran, un État qui poursuivait des ambitions nucléaires de longue date sans posséder de force de frappe aboutie, la direction nord-coréenne constate une réalité brutale. Le seuil de déclenchement d'une action militaire américaine et israélienne n'a pas été entravé. Précisément parce qu'il n'y avait pas de certitude de représailles nucléaires destructrices de la part de Téhéran. C'est exactement l'analyse qui prévaut.
Par conséquent, l'arme nucléaire n'est plus du tout perçue par Kim Jong-un comme un simple levier d'extorsion diplomatique. Elle est validée, de manière purement empirique, comme la seule et unique assurance vie du régime. Pour illustrer cette dynamique avec une analogie plus familière pour les auditeurs, c'est un peu comme voir la maison d'un voisin se faire cambrioler avec effraction et décider, dans la minute qui suit, d'installer le système de sécurité le plus sophistiqué du marché. La comparaison est très à propos. Mais cette observation amène une interrogation légitime. Cette accélération nucléaire nord-coréenne est-elle le signe d'une confiance absolue de la part du dirigeant en ses propres capacités, ou au contraire, est-ce la preuve d'une profonde anxiété face aux capacités de projection démontées par les États-Unis? C'est une excellente question qui soulève des débats au sein des agences de renseignement. Car il faut rappeler que Washington a récemment fait étalage d'une portée opérationnelle redoutable, non seulement en Iran, mais aussi au Venezuela, avec la capture extraterritoriale de Nicolás Maduro. L'analyse comportementale des dirigeants nord-coréens indique qu'il s'agit avant tout d'un calcul froid, un calcul basé exclusivement sur la préservation de l'État. Il n'y a ni confiance aveugle, ni panique irrationnelle. Seulement de la méthode. C'est cela. C'est l'application stricte d'une doctrine militaire révisée. Il est d'ailleurs remarquable d'analyser la gestion de l'information par les médias d'État à l'intérieur de la Corée du Nord. Ils ont condamné les frappes américaines, certes, mais ils ont délibérément omis de mentionner la mort de l'ayatollah Khamenei à leur propre population. Dissimuler l'élimination d'un chef d'État allié est un choix éditorial lourd de sens. Quel est le mécanisme psychologique visé par cette omission singulière? C'est une question de sanctuarisation du pouvoir. Révéler qu'une frappe de précision peut anéantir un chef d'État autoritaire, au cœur même de son dispositif de sécurité, risquerait d'ébranler le mythe de l'invulnérabilité absolue. Un mythe qui entoure la dynastie Kim depuis des décennies. Exactement. La réaction du régime opère donc sur deux fronts distincts. Sur le plan interne, on verrouille l'information de manière hermétique pour maintenir l'aura d'invincibilité. Sur le plan externe, on multiplie de façon ostentatoire les démonstrations de force. Pour envoyer un message clair à Washington, j'imagine. Oui, le message est que toute tentative de décapitation similaire sur le sol nord-coréen entraînerait des conséquences inacceptables tant pour l'agresseur que pour ses alliés régionaux. Cette volonté de dissuasion absolue se traduit précisément par une intense activité sur le terrain. Les rapports militaires font état d'une multiplication d'essais au cours des 2 dernières semaines. Des essais d'une ampleur, disons, très inhabituelle. Tout à fait. Pour commencer, les radars ont détecté le tir d'environ 10 missiles balistiques. Ces tirs ont été lancés depuis la région de Sunan jusque dans la mer de l'Est, que l'on appelle également mer du Japon. Il faut s'attarder sur ce détail. Ces tirs balistiques en salve depuis Sunan, qui abrite d'ailleurs l'aéroport international de Pyongyang, ne sont pas des simples tests de routine. Ils ont une vocation tactique spécifique. Absolument. Ils démontrent une capacité de lancement rapide et mobile. Cela prouve que les forces de missiles peuvent opérer directement depuis des infrastructures civiles. Ce qui complique grandement toute tentative de frappe préventive par une force ennemie. C'est l'objectif. Transformer chaque aéroport civil en pas de tir potentiel rend le ciblage par satellite extrêmement complexe. L'attention des analystes s'est ensuite portée sur des tests d'une autre nature, des tests qui ont été supervisés personnellement par Kim Jong-un. Il s'agit de lance-roquettes multiples ultra précis de 600 mm. Ce point est fondamental pour comprendre l'évolution de la menace sur la péninsule. En quoi ces roquettes diffèrent-elles de l'artillerie traditionnelle? Eh bien, un système de 600 mm n'est pas une simple pièce d'artillerie lourde. Ces roquettes sont spécifiquement conçues pour emporter des têtes nucléaires tactiques. Nous observons ici une transition doctrinale majeure. C'est-à-dire que la menace n'est plus uniquement intercontinentale? Précisément. L'objectif n'est plus uniquement de brandir des missiles intercontinentaux menaçant le territoire continental américain, mais bien de déployer un arsenal tactique régional. Pour frapper la Corée du Sud et le Japon? Oui, ces roquettes peuvent frapper des bases militaires sud-coréennes ou japonaises en l'espace de quelques minutes seulement, laissant un temps de réaction quasi nul au système de défense antimissile. Le domaine maritime n'est pas en reste, d'ailleurs. L'observation par satellite a confirmé l'apparition en mer Jaune d'un tout nouveau destroyer furtif de 5000 tonnes. Un navire imposant, baptisé le Choeyeon. C'est cela. Et c'est à partir de ce navire qu'ont été tirés des missiles de croisière la semaine dernière. S'agit-il d'une tentative de sanctuariser leurs eaux côtières? C'est exactement l'objectif visé par la marine nord-coréenne. Historiquement, cette marine était considérée comme une force vieillissante, cantonnée presque exclusivement à des opérations de patrouille côtière de bas niveau.
Une marine marron en termes stratégiques. Oui, tout à fait. L'introduction d'un navire de 5000 tonnes doté de capacités furtives et capable de lancer des missiles de croisière indique une volonté très claire, celle de projeter sa puissance navale plus loin de ses côtes. Créant ainsi des zones de déni d'accès en mer Jaune. Absolument. L'idée est d'entraver les mouvements des flottes sud-coréennes et américaines dans cette zone hautement stratégique. Enfin, concernant l'armée de terre, le régime a dévoilé un nouveau char de combat principal, équipé de systèmes avancés de défense anti-drone. L'intégration de défense anti-drone sur les blindés est une évolution très révélatrice. Elle témoigne d'une assimilation très rapide des leçons tirées des conflits contemporains, n'est-ce pas? C'est incontestable. Les stratèges de Pyongyang observent avec une attention minutieuse la guerre en Ukraine. Ils ont constaté que les drones commerciaux militarisés ont complètement redéfini la vulnérabilité de la guerre blindée traditionnelle. C'est donc une armée qui se modernise en temps réel, sous nos yeux. Oui, il ne faut surtout pas sous-estimer leur capacité d'adaptation technologique. C'est ici que cela devient vraiment intéressant d'un point de vue sociologique et politique. Lors de toutes ces inspections militaires, que ce soit face aux nouveaux chars ou dans les usines d'armement, les médias d'État ont imposé une image précise. Vous parlez de la présence constante de la fille du dirigeant. Exactement, Kim Jong-un. On la voit inspecter le matériel lourd, observer les lancements balistiques, et les images la montrent même s'exerçant au tir avec de nouvelles armes de poing. Cette mise en scène publique n'a absolument rien de fortuit. Dans la grammaire politique nord-coréenne, chaque image est minutieusement chorée de rachier. Quel est le message sous-jacent à cette présence récurrente? La présence de Kim Jong-un adresse un double message, à la fois à la population et à la hiérarchie militaire. Premièrement, elle incarne la normalité et la pérennité du régime. Cela rassure l'élite face aux tensions internationales croissantes. Et le second message? Le second point est central. Elle prépare psychologiquement le pays à la continuité dynastique. C'est une façon de lier le destin de la famille à celui de l'arsenal. C'est la synthèse parfaite. En associant visuellement la 4e génération de la famille Kim aux accomplissements technologiques du complexe militaro-industriel, le régime affirme que la lignée sanguine et le programme d'armement nucléaire sont indissociables. Et destiné à perdurer indéfiniment. Voilà. Face à ce durcissement de posture à Pyongyang, l'équation stratégique se complexifie considérablement pour son voisin immédiat. En effet, la Corée du Sud se retrouve au cœur d'un dilemme sécuritaire aigu. Ces démonstrations de force nord-coréennes coïncident d'ailleurs avec la tenue des exercices militaires conjoints annuels. Les fameux exercices baptisés Freedom Shield. C'est cela. Ils ont mobilisé près de 18 000 soldats sud-coréens et américains à la mi-mars. Bien que ces exercices soient de nature strictement défensive, Pyongyang les a toujours considérés comme une répétition générale en vue d'une invasion. C'est la rhétorique habituelle du Nord. Mais il y a un élément nouveau, beaucoup plus perturbant pour Séoul. Le véritable bouleversement provient d'une décision prise à Washington, connue sous le nom d'opération Epic Fury. Une opération qui découle directement de la situation au Moyen-Orient ? Absolument. En raison de l'escalade militaire majeure dans le Golfe Persique, le Pentagone envisage de transférer des composants vitaux des systèmes de défense antiaérienne hors de la péninsule coréenne. On parle ici des systèmes THAAD et Patriot. Exactement, pour les redéployer vers le Moyen-Orient. Il est essentiel de comprendre la fonction technique de ces systèmes pour saisir l'immense inquiétude de Séoul aujourd'hui. Pouvez-vous détailler l'importance de ce bouclier Patsum? Bien sûr. Le système THAAD constitue le bouclier exoatmosphérique de haute altitude. Il protège la Corée du Sud contre les missiles balistiques. Le système Patriot, quant à lui, est la couche de défense inférieure, destinée à intercepter les cibles à plus basse altitude. Le retrait de ces deux couches crée donc une brèche massive. Un retrait, même temporaire, de ces infrastructures crée une fenêtre de vulnérabilité directe. Et ce, au moment même où la Corée du Nord multiplie le déploiement de ses nouvelles roquettes tactiques de 600 mm. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'est d'ailleurs publiquement opposé à ce transfert d'équipements militaires. Il insiste sur le fait que la capacité de dissuasion nationale reste robuste, certes. Mais il plaide simultanément pour l'urgence d'une défense sud-coréenne beaucoup plus autonome. Cette conjoncture ne force-t-elle pas la Corée du Sud à exécuter un périlleux numéro d'équilibriste? D'un côté, maintenir une alliance inébranlable avec les États-Unis, et de l'autre, pallier une fragilité soudaine née des priorités divergentes de Washington. Si nous relions cette situation à une perspective globale, c'est l'illustration parfaite des limites inhérentes à toute superpuissance. C'est-à-dire que même les États-Unis ne peuvent pas être partout à la fois.
Exactement. Les ressources militaires américaines, aussi vastes soient-elles, répondent à une logique inévitable de vases communicants. Une mobilisation de très haute intensité au Moyen-Orient impose inéluctablement des sacrifices matériels sur d'autres théâtres d'opération. Et Pyongyang a parfaitement identifié cette fenêtre d'opportunité. Pyongyang a identifié cette distraction stratégique et l'exploite impitoyablement pour avancer ses pions. Pour la Corée du Sud, le choc est psychologique autant que militaire. Le parapluie sécuritaire américain est soumis aux arbitrages des crises simultanées. Cela va inévitablement forcer Séoul à revoir sa propre doctrine. Oui, cela va forcer la Corée du Sud à accélérer le développement de ses propres capacités de frappe préventive. Le but étant de ne plus dépendre exclusivement des boucliers d'interception américains. Ce redéploiement des forces nous conduit tout naturellement à analyser la réorganisation des blocs mondiaux. L'isolement diplomatique de la Corée du Nord semble désormais appartenir au passé. Un passé révolu, en effet. Les agences de renseignement confirment la consolidation d'un axe transactionnel puissant entre la Russie et la Corée du Nord. L'ampleur de cette coopération est tout simplement frappante. Les chiffres qui circulent sont vertigineux. On évoque l'envoi de 20 000 soldats nord-coréens et de cargaisons massives de munitions vers le front russe en Ukraine. En échange, Pyongyang aurait engrangé des revenus avoisinant les 14 milliards de dollars. Ce chiffre de 14 milliards de dollars est un tournant décisif dans l'histoire moderne de la péninsule. Pour quelle raison principale ? Eh bien pour l'économie nord-coréenne, qui est soumise à l'un des régimes de sanctions internationaux les plus stricts au monde, une telle injection de devises équivaut à la neutralisation pure et simple de l'asphyxie financière orchestrée par les Nations Unies. Les sanctions n'ont donc plus d'effet de levier ? Plus aucun. Ces fonds permettent au régime de financer sans entrave le développement du vaste arsenal militaire que nous venons de décrire. Au-delà de l'aspect purement financier, comment l'envoi de ces 20 000 soldats modifie-t-il la menace que représente l'armée nord-coréenne ? On imagine que l'expérience du feu a une valeur inestimable. Elle la transforme fondamentalement sur le plan qualitatif. Il faut se rappeler que l'armée nord-coréenne n'a pas participé à un conflit majeur depuis l'armistice de 1953. Il n'avait que de la théorie. Voilà. En déployant ses troupes sur le théâtre ukrainien, Pyongyang acquiert une expérience inestimable dans la conduite de la guerre moderne de haute intensité. Quel type de compétences spécifiques acquiert-il là-bas ? Ces officiers étudient en conditions réelles l'utilisation des drones tactiques, la guerre électronique de pointe, la logistique sous le feu de l'artillerie de précision et bien sûr les tactiques complexes d'assaut de tranchées. Une expertise qui sera rapatriée. Cette expertise acquise en Europe de l'Est sera immédiatement réintégrée dans la doctrine militaire déployée le long de la zone démilitarisée coréenne. C'est une évolution très préoccupante pour Séoul. Cette diplomatie transactionnelle s'étend d'ailleurs au-delà de la Russie. Les rapports mentionnent que Kim Jong-un a récemment offert une assistance balistique à l'Iran. Une déclaration d'intention très médiatisée. Oui, il aurait déclaré qu'un seul de ces nouveaux missiles suffirait à, et je cite ses propres mots, « humilier Israël ». L'offre faite à l'Iran démontre que nous n'assistons pas à la création d'une alliance militaire idéologique et rigide sur le modèle de l'OTAN. C'est beaucoup plus pragmatique. C'est un bloc purement opportuniste, en effet. En offrant ces missiles, la Corée du Nord poursuit deux buts précis. Soutenir un réseau anti-occidental pour diviser l'attention militaire de Washington et faire la démonstration, en conditions réelles, de l'efficacité de son armement. C'est une vitrine technologique ? C'est en substance une campagne publicitaire pour son industrie de l'armement auprès de toutes les nations soumises aux embargos occidentaux. La perception de ces basculements géopolitiques par l'opinion publique offre un contraste saisissant. C'est particulièrement visible sur la plateforme X. L'analyse algorithmique des mots dièses comme #NorthKorea et #Kim Jong-un révèle une véritable dissonance cognitive. Les réseaux sociaux réagissent souvent de manière paradoxale face aux menaces existentielles. Absolument. D'un côté, l'espace numérique est saturé de mèmes humoristiques. Ils dépeignent le dirigeant nord-coréen comme un spectateur avide d'attention, agacé d'être relégué au second plan par le conflit iranien. Mais de l'autre côté, en filtrant les publications des cercles académiques et des analystes de la défense, on observe un climat de profonde anxiété. Une anxiété justifiée quant au risque bien réel d'une prolifération nucléaire incontrôlée. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau des chancelleries ? Cette dichotomie illustre la difficulté, pour le grand public, d'appréhender le danger nucléaire lorsqu'il est banalisé par la culture d'Internet. Les analystes diplomatiques, eux, observent les faits bruts. Qui sont particulièrement sombres.
Oui, nous avons un État doté de l'arme nucléaire qui s'enrichit massivement, modernise son armement tactique de manière fulgurante et s'intègre dans des réseaux d'approvisionnement militaire mondiaux, tout cela en contournant totalement les cadres légaux internationaux. Pourtant, au milieu de cette polarisation et de ces tensions militaires croissantes, des signaux diplomatiques inattendus émergent. Le président américain Donald Trump a publiquement indiqué qu'il restait ouvert à la perspective d'un nouveau sommet avec Kim Jong-un. Il a même évoqué la Chine comme hôte potentiel pour cette rencontre. C'est exact. Alors comment interpréter cette ouverture soudaine? Cela signifie que l'architecture diplomatique héritée de l'après-guerre froide est totalement fragmentée. Les positions historiques sont devenues irréconciliables. L'Organisation des Nations Unies, gardienne de l'orthodoxie juridique, continue de condamner et de réclamer l'application de sanctions devenues, disons-le, obsolètes. Des sanctions que plus personne n'applique vraiment. En tout cas, ni la Chine ni la Russie. Ces deux pays adoptent une posture de façade. Ils appellent officiellement au dialogue tout en soutenant matériellement Pyongyang. Leur but étant d'ériger un rempart contre l'influence américaine en Asie. Exactement. Quant à l'administration américaine, elle navigue dans une dualité stratégique complexe. Elle maintient une coercition militaire forte par le biais des exercices conjoints en Corée du Sud, tout en laissant la porte grande ouverte à des négociations bilatérales au sommet de l'État. Ce constat nous amène à la conclusion analytique de ce bulletin, en identifiant les événements probables que les auditeurs devront scruter dans les semaines à venir. Premièrement, les données anticipent une poursuite méthodique des tests balistiques nord-coréens. Et plus particulièrement dans le domaine naval. Oui, l'attention des agences de renseignement se focalise particulièrement sur les chantiers navals de Sinpo. Le développement d'un nouveau sous-marin à propulsion nucléaire y est une priorité affichée du plan quinquennat de Pyongyang. Ce sous-marin garantirait au régime une capacité de seconde frappe nucléaire presque indétectable. Il faudra également surveiller l'expansion de la flotte de destroyers furtifs dont nous avons parlé. Cette flotte modifiera immanquablement l'équilibre des forces navales en mer Jaune. Deuxièmement, sur le front diplomatique, le calendrier du président Donald Trump prévoit une tournée asiatique entre la fin mars et le début avril. C'est dans ce créneau temporel qu'un sommet inopiné avec la Corée du Nord pourrait se matérialiser. C'est une possibilité diplomatique très sérieuse. Enfin, le déploiement opérationnel d'Epic Fury sera un facteur déterminant. La manière dont le Pentagone gérera l'extraction des batteries Tadad et Patriot, hors de Corée du Sud, donnera la mesure exacte de la crise au Moyen-Orient. Et cela dictera les futurs choix budgétaires de Séoul en matière de défense autonome. C'est évident. Cela soulève d'ailleurs une question fondamentale qui mérite d'être posée en guise de réflexion géopolitique de clôture pour ceux qui nous écoutent. Quelle est cette réflexion, Evelyne? Lors des échecs des précédents sommets de 2019, la doctrine occidentale exigeait la dénucléarisation totale et préalable de la Corée du Nord. Aujourd'hui, face à un régime qui s'est enrichi de 14 milliards de dollars, qui possède des roquettes tactiques prêtes au combat et qui a le soutien actif de la Russie, l'équation a totalement changé. La dénucléarisation semble illusoire aujourd'hui. C'est la question centrale. La diplomatie traditionnelle du XXe siècle a-t-elle encore sa place? Ou bien sommes-nous entrés dans une ère de paix armée purement transactionnelle, où le prochain sommet exigera tacitement des États-Unis qu'ils reconnaissent la Corée du Nord comme un État nucléaire de facto, en échange d'une simple limitation de son arsenal? Ce serait là un renoncement total à un demi-siècle de politique de non-prolifération. Absolument. C'est le dilemme existentiel de notre époque. Examen des faits pour cette édition. Il est rappelé que la synthèse présentée aujourd'hui est le fruit de l'analyse opérée par Stylo News. Une application particulièrement performante pour ce genre d'exercice. En effet, cette application, disponible sur ordinateur et appareil mobile, offre la possibilité de générer des notes de renseignement hautement personnalisées. L'intelligence artificielle y compile et recoupe en temps réel des données issues de centaines de sources d'informations traditionnelles de premier plan, ainsi que les flux de données du réseau X. Un gain de temps inestimable pour le traitement de l'information. Sans conteste, il est donc vivement recommandé à ceux qui souhaitent obtenir une lecture claire et à la domonde des enjeux mondiaux de souscrire à ce service en visitant le site www.stylonews.com. Bien, le bulletin officiel étant à présent terminé, je crois que nous pouvons sans doute alléger l'atmosphère dans ce studio. L'actualité internationale est d'une densité parfois écrasante et c'est vraiment un plaisir de pouvoir prendre le temps d'échanger de façon un peu plus détendue. C'est vrai que l'exercice exige une certaine rigueur, c'est parfois pesant, mais c'est toujours passionnant de décortiquer tout ça avec vous. D'ailleurs, le petit parallèle de tout à l'heure avec l'alarme de la maison, je trouve que c'est la meilleure façon de voir les choses. Quand ça chauffe dans le quartier d'à côté, c'est toute la rue qui se barricade.
C'est exactement ça, oui. Une réaction en chaîne totalement humaine, finalement, mais à l'échelle de la planète. En tout cas, un immense merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout aujourd'hui. On sait que les sujets sont denses. Oh oui, un grand merci et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, les suggestions de sujets ou même de zones géographiques que vous aimeriez qu'on explore pour les prochains décryptages. C'est toujours super utile pour nous. Carrément. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris pour ne rien rater des prochaines analyses. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain échange. À bientôt, hein. À très bientôt, au revoir.